Cette histoire est un avertissement à ceux qui prendront, un jour, ma place. Je m'appelle John Gregory, et je suis épouvanteur de ce pays. Ce qui va suivre est le récit complet et véridique de mes relations avec la sorcière Meg Skeleton. J'avais suivi, pendant 5 ans, ma formation d'épouvanteur auprès d'Henry Hortcock. On m'avait enseigné la conduite à tenir face aux fantômes, gobelins, sorcières et autres créatures de l'obscur. Mon apprentissage était à présent terminé. J'étais pleinement qualifié. Je continuais cependant d'habiter avec mon vieux maître à sa maison de Chipenden, veillant avec lui à la sécurité du pays. À la fin de l'automne, une lettre urgente nous parvient d'Amside, au nord-ouest du comté, nous priant instamment de détruire un semi-homme, un monstre immonde qui répandait la terreur dans la région depuis trop longtemps. Bien des familles avaient eu à souffrir de sa cruauté. Il y avait eu des morts, des estropiés. À cette époque, Henry Hortcock n'était plus en bonne santé. Quand le message arriva, il gardait le lit depuis 3 jours. Sa respiration sifflante, il me dit: Tu vas devoir y aller seul, mon garçon. Mais sois prudent. Les semi-hommes sont doués d'une force colossale. Tiens-le à distance avec ton bâton, comme je te l'ai montré, puis frappe-le entre les 2 yeux. Si le danger te paraît trop grand, contente-toi de l'observer de loin, et je te rejoindrai lorsque je me sentirai mieux. Dès demain, j'espère. Sur ces mots, il me laissa partir. Mon sac sur l'épaule, mon bâton à la main, je pris la route d'Amside. Si j'avais dû affronter une sorcière, j'aurais emprunté une chaîne d'argent à mon maître, mais son efficacité sur les semi-hommes était douteuse. Ces êtres sont généralement insensibles au bois de sorbier, ainsi qu'au sel et à la limaille de fer. La lame fixée au bout de mon bâton est la meilleure arme contre un tel adversaire. Parvenu à Amside, je fis les tours des villages et de quelques fermes afin de rassembler un maximum d'informations sur la créature. Je me demandais où je pouvais la trouver. Ce que j'entendis n'était pas fait pour me rassurer. Une semaine plus tôt, le semi-homme avait attaqué un fermier. Il l'avait décapité d'un revers de patte sous les yeux horrifiés d'une jeune vachère dissimulée dans l'étable. Après s'être abreuvé de son sang, le monstre avait dévoré sa chair à grands coups de dents, ne laissant que les os. Il avait élu domicile dans une tour, et il se mettait habituellement en chasse après minuit, à des milles à la ronde. Les gens vivaient dans la peur. Ils ne se sentaient même plus en sécurité dans leur propre maison. Je pénétrai la forêt au crépuscule. Une couche de feuilles mortes pourrissait sur le sol. La tour, bien plus haute que les plus hauts arbres, désignait le ciel gris tel le doigt noir d'un démon. On avait vu une fille désespérément agiter les bras à l'unique fenêtre, appelant à l'aide. La créature, m'avait-on dit, avait fait d'elle son jouet et la gardait enfermée entre les murs de pierres humides. Je commençai par allumer un feu, assis sur le sol, le regard fixé sur les flammes. Je rassemblais mon courage. Pour affronter la créature, nous n'aurions pas été trop de deux. J'aurais préféré attendre l'arrivée d'Henry Hortcock, mais en dépit de ses assurances, je doutais qu'il ait pu me rejoindre. Sa santé s'altérait régulièrement depuis quelque temps. Et puis, le monstre risquait de tuer de nouveau cette nuit même. En tant qu'épouvanteur, il était de mon devoir de l'en empêcher, de protéger les habitants du comté. Tirant de mon sac ma pierre à aiguiser, j'affûtai la lame de mon bâton jusqu'à ce que, rien qu'à l'effleurer, le sang perlât sur ma peau. Finalement, juste avant minuit, je marchai jusqu'à la tour et frappai contre la porte du bout de mon bâton. La créature surgit dans un hurlement de rage, brandissant une énorme massue. Cet être immonde, vêtu de peau de bête, puant la charogne, était sans conteste un formidable adversaire. La poitrine aussi large qu'une barrique, il mesurait 2 fois ma taille. J'étais jeune alors, en pleine possession de mes forces, et entraîné à ce type d'affrontement. Pourtant, quand le monstre se jeta sur moi telle une furie, le cœur me manqua. Je réussis à esquiver, puis je reculai, pas à pas, tout en libérant la lame rétractable de mon bâton. Je guettais le moment propice, portant des estocades répétées pour tenir le démon à distance. Je décrivis une courbe vers la gauche et l'entraînai loin de la tour, sous les arbres.
À 2 reprises, la lourde massue s'écrasa contre un tronc, ratant de peu ma tête. Sous un tel coup, mon crâne aurait éclaté comme une coquille d'œuf. Mais c'était à mon tour d'attaquer. Je frappai la créature à la tempe avec une violence à assommer un forgeron de village. Elle ne vacilla même pas. Je réussis à lui planter ma lame dans l'épaule droite. Le sang dégoulina le long de son bras et goutta sur le sol. Je l'avais stoppé dans son élan. Nous nous affrontîmes du regard. Avec un rugissement furieux, le monstre se ramassa sur lui-même, prêt à bondir. Faisant passer rapidement mon bâton de la main gauche à la main droite, je le projetai de toutes mes forces. Ma lame s'enfonça profondément dans le front du semi-homme. Il hoqueta, râla et tomba, raide mort. Je repris mon souffle, contemplant à mes pieds la créature à qui j'avais ôté la vie. Je n'éprouvais aucun remords, car celle-ci aurait continué de tuer et tuer encore sans jamais s'être assouvie. J'entendis alors la jeune fille m'appeler. Guidé par sa voix de sirène, je montai l'escalier de la tour. Et là, dans la plus haute salle, je la découvris. Étendue sur une paillasse, pieds nus, étroitement liée par une chaîne d'argent, sa peau couleur de lait, de longs cheveux soyeux, jamais je n'avais vu pareille beauté. Elle me dit se prénommer Meg et me supplia de la délivrer de cette chaîne. Elle avait des accents si persuasifs que ma raison vacilla. Le monde se mit à tanguer autour de moi. À peine l'avais-je libérée des anneaux d'argent qu'elle pressait sa bouche contre la mienne. Ses baisers étaient si doux que je crus défaillir entre ses bras. Cette nuit devait changer ma vie, ma première nuit avec Meg. Quand je m'éveillai, dans un rayon de soleil passant par la fenêtre, éclaircit une paire de souliers posés sous une chaise, des souliers pointus. Mon cœur sombra dans ma poitrine. Mon maître m'avait souvent mis en garde. Les femmes portant des souliers pointus étaient presque toujours des sorcières. Or, le pire était à venir. Lorsque Meg se rhabilla, je vis son dos pour la première fois et le sang me figea dans les veines. C'était une sorcière Lamia. La marque du serpent était sur elle. Aussi beau que fut son visage, sa colonne vertébrale était recouverte d'écailles jaunes et vertes. Sorcière! Criai-je en ramassant la chaîne d'argent. Tu es une sorcière! Je ne fais jamais de mal à personne, plaida-t-elle. Seulement à ceux qui me menacent. Tu es fourbe de nature, grondai-je avec colère. Sorcière un jour, sorcière toujours. Et celles de ton espèce ne sont même pas humaines. Je projetai sur elle la chaîne d'argent dont je l'avais libérée la veille. Celle-ci s'enroula autour d'elle, si serrée qu'elle ne pouvait ni marcher, ni parler, ni remuer les bras. De longues heures d'entraînement contre un poteau dans le jardin de Shippuden se révélèrent payantes. Plein de ressentiment d'avoir été trompé, je la transportai ainsi en travée, jusqu'à Shippenden, où un triste spectacle m'attendait. À mon grand chagrin, je trouvai Henry Hortcock mort dans son lit, déjà raide et froid. Il avait été un bon maître, et même un ami. Sa perte m'affligeait profondément. Je l'entirai à la lisière du cimetière. Bien qu'il ne fût pas permis à un épouvanteur de reposer en terre bénite, j'aurais sûrement pu persuader un prêtre de réciter une prière sur sa tombe. Mais Henry Hortcock m'avait toujours fait savoir qu'il ne désirait pas. Il avait vécu une longue vie irréprochable, travaillant durement pour défendre le comté contre l'obscur. Il se sentait capable de tracer seul son chemin à travers le brouillard des limbes jusqu'à la lumière. Cette tâche accomplie, il me restait à m'occuper de la sorcière. Je creusai d'abord une fosse dans le jardin est, puis je me demandai aux maçons, aux forgerons du village de préparer la fermeture. Une bordure de pierre où s'encastreraient 13 barreaux de fer. Dès que la sorcière serait dans la fosse, je tirerais ce couvercle sur elle. Entre-temps, ma colère s'était apaisée. J'avais laissé Meg enchaînée sur le côté de la maison où une pluie soudaine l'avait trempée jusqu'aux os. Pourtant, malgré son air pitoyable, elle me fascinait encore par sa beauté. Je dus lutter contre la compassion qui m'envahissait. Quand je la libérai de la chaîne, elle se débattit avec tant de fureur que j'eus du mal à la maîtriser. Il me fallut la tirer par ses longs cheveux jusqu'à la fosse. Tandis qu'elle se ruait et poussait des cris à réveiller les morts, il pleuvait de nouveau. Et elle glissa sur l'herbe mouillée. Je continuais de la traîner sans pitié entre les arbres, malgré les ronces qui lui déchiraient les bras et les jambes. C'était cruel, mais il fallait que je le fasse.
Arrivé près de la fosse, je voulus la faire basculer par-dessus bord. Mais elle m'entoura alors de ses jambes et de ses bras, en sanglotant. Je t'en supplie, épargne-moi. Je ne peux pas vivre comme ça enfermé dans le noir. Tu es une sorcière, là est ta place. Réjouis-toi de ne pas connaître un sort pire que la mort. Pi- Oh John, je t'en prie, réfléchis. Je suis née sorcière, je n'y peux rien. Je n'ai jamais fait de mal à personne, sauf à ceux qui me provoquaient. Souviens-toi des paroles que nous nous sommes dites cette nuit, du bonheur que nous avons partagé. Rien n'a changé, rien. Je t'en prie, prends-moi dans tes bras et oublie cette folie. Je restai un long moment indécis, empli d'angoisse, à deux doigts de me jeter avec elle dans la fosse, jusqu'à l'instant où je pris enfin la décision qui bouleversa ma vie. Elle était une lamia et ses créatures se présentaient sous deux aspects. Meg était une domestique, presque totalement humaine. Sous leur forme sauvage, les lamas deviennent de redoutables tueuses. Peut-être, disait-elle la vérité. Peut-être n'utilisait-elle pas la force que pour se défendre. En ce cas, n'était-ce pas peut-être désespéré? Pourquoi ne pas lui donner une chance? Je la relevai, l'enlaçai, et nous pleuriâmes tous les deux. Mon amour pour elle était si soudain, si dévorant, que mon cœur s'embrasa. Comment aurais-je pu l'abandonner au fond de ce trou, alors qu'elle m'était plus précieuse que la vie? Son regard me captivait. Elle avait les plus beaux yeux que j'eusse jamais vus. Sa voix était plus douce, plus mélodieuse qu'aucun chant de sirène. J'implorai son pardon, et nous retournâmes ensemble, main dans la main, vers la maison qui m'appartenait désormais. La fosse demeura vide. Ce fut pour moi une nuit décisive. Parfois, bien que je croie fortement que nous décidons à chaque minute de notre propre avenir, il me semble que certaines choses doivent advenir. Car si Henry Hortcock avait été encore en vie à mon retour, alors Meg n'aurait sûrement pas échappé à la fosse. Mais elle m'avait ensorcelé. Elle devint le grand amour de ma vie. La beauté est un piège redoutable. Il ligote plus étroitement un homme qu'une chaîne d'argent une sorcière. Nous connûmes un mois de bonheur, Meg et moi, dans ma maison de Chipenden. Les heures où nous étions assis sur le banc du jardin ouest à contempler le coucher du soleil en nous tenant les mains sont parmi mes plus chers souvenirs. Hélas, cela ne dura pas. Meg était têtue et voulut à tout prix, en dépit de mes avertissements, aller faire les courses. Comme elle avait la langue plus acérée qu'un rasoir de barbier, elle eut vite des prises de bec avec les femmes du village. Tout débuta par une broutille dans un magasin. Une femme passa devant Meg comme si elle ne l'avait pas vue. Une autre la traîna de romanichiel. L'hostilité des villageoises envers cette étrangère bien plus belle qu'aucune d'entre elles était évidente. Les chicaneries se murent en après-querelles. Des deux côtés, l'animosité grandissait. Meg, suggérai-je, mieux vaut que je me charge des courses. Tu attires trop l'attention sur toi. Si tu ne vivais pas chez moi, si je n'étais pas l'épouvanteur, on t'aurait déjà accusé de sorcellerie. Tu finiras dans les cachots du château de Caster, si tu n'y prends pas garde. Je suis capable de me défendre, John, tu le sais, me répliquait-elle. Tu voudrais me garder confiné dans cette maison et ce jardin à cause de quelques mégères qui m'ont prise en grippe? Non, je ne céderai pas. En bonne sorcière, elle finit par utiliser des sortilèges contre ses ennemis. L'une d'elles eut une éruption de furoncle. Une autre, une ménagère obsédée par la propreté, vit sa cuisine infestée par des cafards. Rien de bien méchant, mais on commença à murmurer. Puis une femme cracha sur Meg dans la rue et reçut une bonne claque en retour. Les choses en seraient sans doute restées là, si la femme en question n'avait pas été la sœur de l'officier de police. Un matin, la cloche sonna au carrefour des Saules, et je m'y rendis pour savoir qui requérait mes services. Au lieu de trouver un fermier tourmenté par quelques gobelins, je découvris notre corpulent gendarme, la matraque à la ceinture, les poings sur les hanches. Monsieur Grégory, on a porté à ma connaissance que vous hébergiez une sorcière, déclara-t-il d'un air fourreau. La personne connue sous le nom de Meg Skelton a usé de sortilèges contre d'honnêtes femmes de notre commune. On l'a vu aussi, par une nuit de pleine lune, ramasser des herbes et danser nue au bord de la mare, près de la ferme Huntsbuck. Je suis ici pour l'arrêter, et je vous prie de me l'amener immédiatement. Elle n'habite plus chez moi, dis-je. Elle s'est rendue à Sunderland pour embarquer vers son pays d'origine, la Grèce.
C'était un pur mensonge. Mais ce n'était pas la question. Mais il n'était pas question que je lui livre Meg. Il l'aurait emmenée à Caster, où elle aurait fini au bout d'une corne. Le bonhomme parut fort mécontent. Il devait pourtant se satisfaire de ma déclaration. Étant de la commune, il n'aurait jamais eu l'audace de pénétrer chez moi, par peur de ce qu'il pourrait y rencontrer. Des générations d'épouvanteurs avaient vécu à Chipenden. Les habitants croyaient que la maison et ses jardins étaient hantés par des créatures de l'obscur. Il repartit donc bredouille et beaucoup moins fier. Désormais, je devais garder Meg à l'écart du village. La tâche se révéla difficile, et ce fut la cause de maintes disputes entre nous. Puis les choses commencèrent à mal tourner. Sur les instances de sa sœur, le gendarme était allé à Caster déposer une plainte auprès du juge, à la suite de quoi on délégua un jeune officier de police, muni d'un mandat d'arrêt. Le forgeron du village m'ayant averti, je pris mes dispositions pour éloigner Meg au plus vite. Mon ancien maître m'avait légué une autre maison, à la lisière de la lande d'Anglezark. Je n'y avais séjourné qu'une fois, et l'avais jugée peu confortable. À présent, elle allait m'être utile. À la fin de l'automne, Meg et moi prîmes la route d'Anglezark, au milieu de la nuit. C'était un endroit sinistre, venteux, isolé par le gel et la neige pendant les longs mois d'hiver. La maison, dépourvue de jardin, était bâtie dans un ravin, adossée à une paroi rocheuse qui la gardait dans l'ombre presque toute la journée. Elle comprenait 10 chambres, dont une au grenier, et plusieurs niveaux de cave. Même en allumant du feu dans toutes les cheminées, les pièces restèrent froides et humides. Impossible d'y conserver des livres. Néanmoins, nous nous installiâmes de notre mieux et fûmes heureux quelque temps, jusqu'à ce qu'une circonstance inattendue me compliquât encore la vie. Meg avait, à mon insu, écrit à sa sœur en lui donnant notre nouvelle adresse. Un jour, je la découvris qui marchait de long en large dans la cuisine, serrant une lettre contre sa poitrine. Qu'est-ce qu'il t'agite ainsi demandai-je. C'est ma sœur Marcia, avoua-t-elle enfin. Si on ne lui vient pas en aide, elle va être massacrée, c'est sûr. Peut-elle vivre avec nous? Je grommelai intérieurement. Sa sœur, une deuxième Lamia? Où est-elle en ce moment? Loin d'ici, tout au nord du comté. Elle a trouvé où se cacher. Mais ceux qui la protègent sont en danger. Il y a un inquisiteur dans la région. Il y a des soupçons. Une battue se prépare. S'il te plaît, dis-moi qu'elle peut venir ici. S'il te plaît, elle est ma seule famille. Les inquisiteurs travaillent pour l'Église, traquant et brûlant les sorcières. Je n'aime pas ces hommes. Ils auraient volontiers brûlé aussi les épouvanteurs. Ils étaient corrompus, s'entendaient avec des voisins jaloux pour condamner des femmes innocentes, s'enrichissant en leur confisquant leurs biens. Je finis par me laisser fléchir. Soit qu'elle vienne jusqu'à ce que le danger soit passé. J'étais trop amoureux de Meg pour lui refuser quoi que ce fût. Elle écrivait donc. La réponse lui parvient en fin de semaine. Sa sœur arriverait par diligence. Nous devions l'attendre sur la route de Bolton, à la lisière de la lande. Elle voyagera de nuit, dit Meg, c'est plus sûr. Peu après minuit, transi, nous battions de la semelle au carrefour, guettant la diligence qui nous amènerait à la Lamia. Si la neige couvrait encore le sol, il n'était encore rien tombé depuis 3 jours. On pouvait espérer que la route serait praticable. Enfin, nous vîmes le véhicule approcher. Au loin, l'attelage de 6 chevaux fumait dans l'air froid de la nuit. Je pensais voir Marcia apparaître par leur portière, au lieu de quoi, le cocher et son assistant sautèrent à terre et se mirent à dénouer les cordes qui retenaient à l'arrière une sorte de long coffre noir. Ils le déposèrent à nos pieds. C'était un cercueil. Sans un mot, les 2 hommes remontèrent sur leur siège. Le cocher fit claquer son fouet, l'attelage s'ébranla, effectua un demi-tour, et la diligence disparut sur la route par où elle était venue. Un froid glacial s'était répandu dans mes veines, pire que celui qui mordait mon front et mes joues. Ne me dis pas qu'elle est là-dedans, soufflai-je. Si, c'était le seul moyen pour elle de faire partie des passagers sans être repérée. C'est une Lamia sauvage, n'est-ce pas? Meg hocha la tête. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit? Parce que tu ne lui aurais jamais permis de vivre avec nous? Jurant entre mes dents, j'aidai Meg à porter le cercueil jusqu'à la maison. La beauté de Meg n'avait d'égal que sa force.
Dès notre retour, elle se hâta d'arracher le couvercle à main nue. Je me tenais derrière elle, mon bâton en position de défense. Sauras-tu la contrôler? Demandai-je. Elle n'est pas plus dangereuse qu'un petit chat, répondit-elle en souriant. Elle recula pour permettre à Marcia de s'extraire du cercueil. C'était la première fois que je voyais une lamia sous sa forme sauvage. Mon maître m'en avait fait une description et j'avais lu des chapitres sur ce sujet dans les livres de sa bibliothèque. Pourtant, je n'étais pas préparé à un tel spectacle. Marcia n'avait plus rien d'humain. Elle se balançait, comme prête à bondir sur 4 membres maigres terminés par de larges mains, aux doigts garnis d'une griffe recourbée. Des écailles vertes et jaunes luisaient sur son dos. Une sorte de crinière crasse, hirsute, lui couvrait les épaules et traînait à terre. Elle leva vers nous une face de cauchemar aux traits émaciés. Ses petits yeux nous dévisagèrent l'un après l'autre sous ses paupières tombantes. Marcia élut d'abord domicile dans le grenier, et la première semaine se passa sans problème. Une lamia sauvage a le pouvoir d'attirer les oiseaux. Ils se posent auprès d'elle et attendent, soumis, incapables de s'envoler, qu'elle leur arrache les ailes et les pattes pour les dévorer. Le grenier était muni d'une grande lucarne. J'écoutais avec angoisse les murmures des volatiles rassemblés sur le toit, leur pépitement d'horreur quand elles se saisissaient d'eux. Puis il y eut les rats. Elle attirait aussi les rats. Ils escaladaient les gouttières en couinant d'excitation. Ils suivirent ensuite le même chemin que les oiseaux, tombant par la lucarne et galopant sur le plancher. Chaque soir, j'entendais Marcia les poursuivre. Meg levait les yeux vers de son métier à tisser, en souriant. Elle les aime bien juteux, ma petite sœur. La chasse lui plaît autant que la dégustation. Une fois par semaine, Meg apportait à Marcia de la viande crue, fournie par le boucher, afin d'enrichir son ordinaire. Elle prenait bien soin de sa petite sœur, balayait régulièrement le plancher de sa chambre pour la débarrasser des plumes et des peaux. Je n'appréciais guère cette situation, mais je ne voulais pas perdre Meg. Et je me persuadais qu'une lamia sauvage était moins dangereuse dans un grenier qu'en liberté au travers le comté. Or, au cœur d'une nuit sans lune, Marcia s'échappa par la lucarne, courut sur la lande et tua un mouton, entraînant la carcasse jusqu'à la maison, laissant derrière elle un sillage sanglant. Par chance, il neigea avant l'aube, ce qui effaça les traces. Le fermier mit probablement la perte de la bête sur le compte d'un loup ou des chiens errants, dont des meutes se rassemblent parfois l'hiver près d'Anglezark. Meg sermonna sévèrement sa sœur, et celle-ci lui promet de ne plus jamais sortir. Une semaine plus tard, Marcia descendit l'escalier, pour la première fois. J'étais assis près de Meg, contemplant le feu, quand j'entendis sur les marches un bruit insolite, un claquement de souliers. Je me retournai. Marcia nous observait depuis le seuil. On aurait dit une bête sauvage qui aurait décidé d'enfiler des vêtements d'humain et n'aurait pas encore appris à se tenir correctement debout. Approche, ma sœur, l'invita Meg. Viens te réchauffer près du feu. Je fus frappé par sa nouvelle apparence. Les lamias ne changent de forme que lentement. Mais les semaines vécues à la maison et les longues heures passées en compagnie de sa sœur avaient métamorphosé Marcia de façon significative. Elle avait emprunté à Meg une paire de souliers au bout pointu et une de ses robes. La jupe au-dessus du genou et les manches courtes dévoilaient ses membres, devenus beaucoup plus charnus. Elle s'était coupé les cheveux, ses longues griffes étaient tout ce qui restait de son aspect antérieur, et son visage presque humain avait une sorte de beauté sauvage. Marcia vint s'asseoir et me lança un regard en coin. Elle m'adressa un sourire crispé avant de se lécher les lèvres. On pourrait le manger à deux, ma sœur. Qu'en dis-tu? Il est à moi, rétorqua Meg, et je ne le partage pas. Même pas avec ma sœur. C'est sans doute ce qui provoqua la méfiance de Meg, ce qui la poussa à m'éveiller au milieu de la nuit pour m'avertir du danger. Marcia n'est plus au grenier, me dit-elle à voix basse. Elle est partie sur la lande en quête de nourriture. Il ne faudrait pas qu'elle tue un autre mouton, grogné-je en balançant mes jambes hors du lit. Je me hâtais d'enfiler mes bottes. Marcia,
en dépit de sa métamorphose, avait toujours des sauvages appétits. Non, reprit Meg, c'est bien pire. Elle a jeté son dévolu sur un enfant. Elle l'a repéré dans une ferme la nuit où elle a tué le mouton. Depuis quand est-elle partie? Quelques minutes, pas plus. J'ai entendu des bruits sur le toit, et je suis monté au grenier. Il était vide. Les traces de Marcia étaient faciles à suivre. Dans la neige, désireuse de m'aider, Meg était venue avec moi. Si elle tue un enfant, gémit-elle, on finira par la retrouver et son sort sera réglé. Il nous faudra fuir de nouveau. Peut-être, mais préoccupons-nous d'abord de ce pauvre petit et de sa famille, répliquai-je avec colère. Je pressai le pas, oppressé par l'angoisse d'arriver trop tard. Les empreintes nous conduisaient jusqu'à la cour de la ferme. Nous vîmes alors Marcia, accroupie dans l'ombre de la grange, qui surveillait une fenêtre, certainement celle de la chambre où dormait sa proie. Je lâchai un soupir de soulagement. Nous pouvions encore sauver l'enfant. Non, ma sœur, tu vas trop loin, l'apostrophia Meg à voix basse, pour ne pas alerter la maisonnée. Reviens avec nous maintenant. Mais la soif de sang tenaillait Marcia. Les mots n'avaient plus aucun pouvoir sur elle. Elle siffla de colère et leva les yeux vers la fenêtre. Soudain, elle se débarrassa de ses souliers pointus et escalada le mur, s'accrochant à la pierre avec ses griffes. D'un coup de poing, elle brisa la vitre. Puis elle agrippa le cadre de la fenêtre, l'arracha et le jeta dans la cour, où il s'écrasa avec fracas. Elle s'introduit dans la chambre, où l'on entendit un hurlement de terreur. L'instant d'après, elle sautait par l'ouverture. Elle atterrit devant moi, l'enfant coincé sous son bras. C'était un bébé, et il braillait de toute la force de ses poumons. Donne-moi le petit, Marcia, ordonnai-je en menaçant avec la lame de mon bâton. Elle hésita et m'aurait peut-être obéi si le fermier n'avait pas fait irruption, brandissant un gourdin. Derrière lui, sa femme se lamentait telle une blanchie. L'homme s'avança vers Marcia, qui lui lança des coups de patte. Les griffes de la lamia lui ouvrirent le front jusqu'à l'os. Il tomba à genoux, aveuglé par le sang, tandis que sa femme sanglotait et s'en arrachait les cheveux. Marcia en profita pour traverser la cour au galop. Je courus à sa poursuite. Elle se dirigea vers la colline et me distancia rapidement malgré tous mes efforts. L'épaisseur de la neige m'obligea à ralentir. Un coup d'œil en arrière m'avertit que Meg me rattrapait. Quand elle parvint à ma hauteur, je lui lançai hargneusement. Si ta sœur tue ce bébé, je lui transpercerai le cœur. Fais quelque chose tout de suite, sinon elle est morte. Et je pensais chacun de ces mots. Pour toute réponse, Meg me dépassa. Plus rapide que moi, elle avait presque rattrapé sa sœur. Elles franchirent le sommet et je les perdis de vue. Lorsque je les aperçus de nouveau, elles poussaient des cris à vous glacer les os. Elles se battaient à coups de dents, à coups de griffes et d'éclaboussures de sang qui souillaient la neige. Où était l'enfant? Je le vis enfin, couché à même le sol, pleurant toujours. Mon premier mouvement fut de prendre le bébé et de l'emporter loin du danger. Mais les deux sorcières avaient reculé, s'affrontant du regard. C'était l'instant ou jamais. D'un vif mouvement du poignet, je lançai ma chaîne d'argent sur Marcia. C'était celle que j'avais héritée de mon maître, même si j'en avais une à moi désormais. Celle qui avait lié à Meg dans la tour, et dont je m'étais servi pour l'entraver une deuxième fois. J'avais bien visé. La chaîne s'enroula autour de la lamia. La ligotant étroitement, elle tomba dans la neige. Meg essuya le sang qui maculait son visage, puis elle prit l'enfant dans ses bras, lui chuchotant quelques mots à l'oreille. Je ne comprenais pas ce qu'elle disait. En tout cas, ce fut efficace. Au bout de quelques secondes, le petit se tut, ferma les yeux et se nicha dans le creux de son cou. Je jetai Marcia comme un sac par-dessus mon épaule, et nous retournâmes à la ferme. La mère pleura de joie plus fort que jamais. Merci, merci, octait-elle. Je crus ne plus jamais revoir ma petite fille. Et mon pauvre mari, il a eu la peur de sa vie. Aurait-elle aussi reconnaissante si elle avait su que j'avais abrité dans ma propre maison la créature qui avait enlevé son enfant? Meg resta silencieuse, à mes côtés. Je regagnai ma demeure, plongé dans de sombres pensées. Une fois rentré, je fis part à Meg de mes résolutions. Au fond de la cave,
Il y a des tombes et des fosses préparées pour recevoir des gobelins et des sorcières. Pour le moment, elles sont vides. Mon maître, Henri Hortcock, les avait creusées en prévision du travail qu'il ferait dans la région. Mais après avoir séjourné ici quelque temps, il en a conclu qu'il n'aimait pas cette maison. Les fosses n'ont donc jamais servi. Non, John, ne fais pas ça, me supplia-t-elle. Ne mets pas ma sœur au fond d'un trou. Je lui laisse une chance, une seule, d'échapper à la fosse. Il y a des chambres au premier niveau de la cave. Si elle en occupe une, elle vivra assez confortablement. La grille de fer qui nous ferme l'escalier l'empêchera de sortir. Nous serons tranquilles, et le voisinage n'aura rien à craindre. C'est ce que nous fîmes. Une lamière redoute moins le contact du fer que les autres sorcières, mais la grille était solide. Marcia ne nuirait plus à personne. Meg voulut, bien sûr, rendre visite à sa sœur chaque jour. Elle allait bavarder avec elle, lui apportant de la viande fraîche et des abats achetés chez le boucher. Marcia ne pouvait attirer les oiseaux dans cette cave. Mais, en voyant le nombre de peaux dont Meg se débarrassait, je compris qu'elle mangeait beaucoup de rats. L'hiver s'écoula ainsi. Les jours rallongeaient peu à peu. On m'appelait parfois ici ou là, je chassais un gobelin frappeur et tuais un éventreur. Il y avait pas mal de travail sur la lande d'Anglezark, mais Chipenden requérait aussi mes services. Pouvais-je laisser Meg ici le temps de retourner au village pour une courte visite de printemps? Les choses se décidèrent d'elles-mêmes d'une façon assez inattendue. Comme à Chipuden, la situation s'envenimait. Meg s'était querellé avec les femmes d'Angleton. Cette fois, personne n'appela les gendarmes, car les gens du coin ne supportent pas qu'on se mêle de leurs affaires, ils préfèrent les régler elles-mêmes. Meg aimait toujours faire les courses. Mais, pour lui éviter de porter de lourdes charges, j'employais Billy Bradsby, un homme à tout faire qui livrait les légumes et les pommes de terre. C'est lui qui m'apprit ce qui se passait. Au début, ce n'était que des accusations habituelles. Usage de sortilèges, une femme souffrait de terreurs nocturnes, une autre n'osait plus sortir de chez elle. Puis il y eut autre chose. Votre Meg exagère, me révéla Bradsby. Elle a jeté son dévolu sur le mari d'une villageoise. Quoi? Expliquez-vous. Ces mots m'avaient déchiré le cœur. J'avais parfaitement compris, simplement, je ne voulais pas le croire. Elle s'est entichée de Dan Crumble, le tanneur. Sa femme, Dolly, les a surpris ensemble et les a vus s'embrasser derrière la tannerie. Les gens ne vont plus supporter ça. Ils disent qu'elle a usé de sorcellerie pour le séduire. Si ça continue... J'insultai Brasby et le renvoyai, refusant l'idée que Meg pût me tromper. Mais j'avais remarqué qu'elle allait souvent faire ses courses au coucher du soleil, ce que je ne m'expliquais pas. Le lendemain, je résolus à la suivre. Elle avait enfilé une paire de souliers pointus qu'elle avait achetés la semaine précédente. Elle les portait pour la première fois et je ne pouvais pas m'empêcher d'admirer la finesse de ses chevilles. Je gardais mes distances car je risquais à tout instant d'être repéré. Le septième fils d'un septième fils est en partie prémuni contre les pouvoirs d'une sorcière. Mais Meg est d'une force exceptionnelle, je devais rester vigilant. Elle fit ses emplettes dans chaque boutique, elle était la dernière cliente et je commençais à être assuré. Sans doute cherchait-elle seulement à éviter la foule et les querelles avec les autres femmes. Mon soulagement ne durera pas. À la fin, elle se rendit à la tannerie. Pire, elle ne frappa même pas à la porte devant, déjà verrouillée pour la nuit. Elle se dirigea directement vers l'arrière-cour. J'attendis un peu avant de la suivre. J'avais à peine tourné le coin que la porte claqua derrière. Elle sortit. Que fais-tu là, Meg? lançai-je. Rien, rien du tout, se défendit-elle. J'ai besoin de cuir souple pour coudre un nouveau sac. C'est tout, la boutique était fermée, alors je suis passé par derrière. Dan a eu la gentillesse de prendre ma commande malgré l'heure tardive. Je ne la crus pas. Elle paraissait agitée, ce qui ne lui ressemblait pas. Nous nous querelliâmes. Après un vif échange de mots, la froideur s'installa entre nous, plus mordante que celle qui régnait sur la langue d'Anglezark. 3 jours plus tard, en dépit de mes protestations, Meg partit de nouveau. Cette fois, une dizaine de femmes du village lui tombèrent dessus, sur la place du marché. Billy Bradsby me raconta plus tard qu'elle s'était défendue à coups de poing comme un homme, mais aussi à coups de griffes comme un chat, manquant d'égorger la meneuse du groupe. On l'avait finalement assommée avec un pavé et ligoté à l'aide de cordes. Seule une chaîne en argent peut réellement maintenir une sorcière. Les femmes avaient tout de même eu le temps de l'emporter jusqu'à l'étang.
Après avoir brisé la glace avec des pierres, elle avait jeté Meg à l'eau. Si elle coulait, elle serait reconnue innocente. Si elle flottait, elle serait brûlée. Meg flotta, mais le visage dans l'eau. Au bout de 5 minutes, voyant qu'elle ne bougeait pas, les femmes la crurent noyée et s'estimèrent satisfaites. De toute façon, elles n'auraient pas eu le courage de la brûler. Elles l'abandonnèrent donc où elle était. C'est Bradsby qui la tira de l'étang. Elle aurait dû être morte, mais son incroyable résistance. À sa grande stupeur, il la vit bientôt tousser, recracher l'eau sur la rive boueuse. Il me la ramena à dos de poney, dans un état pitoyable. Quelques heures plus tard, totalement rétablie, elle commença à ourdir sa vengeance. J'avais déjà longuement réfléchi à diverses solutions. Je pouvais la jeter dehors, l'envoyer courir sa chance au travers le monde, mais cela m'aurait brisé le cœur, car je l'aimais toujours. Et je devais reconnaître qu'elle n'était pas entièrement responsable. Une telle beauté ne pouvait qu'attirer les hommes. La tentation pour elle était donc bien plus grande que pour la plupart des femmes. Je finis par trouver une solution. Une certaine plante, préparée en tisane, plonge une sorcière dans un profond sommeil pendant plusieurs mois. À plus faible dose, elle lui laisse la possibilité de marcher et de parler, tout en affectant sa mémoire, de sorte qu'elle oublie sa connaissance des arts obscurs. Je décidai d'employer cette méthode. J'eus du mal à équilibrer le dosage, et je me désolais de voir Meg devenue aussi docile, dépourvue de ce caractère fougueux qui m'avait tant séduit, à tel point qu'elle me semblait parfois devenue une étrangère. Le plus douloureux fut de me résoudre à l'abandonner, à Anglezark, pour retourner passer l'été à Chipenden. Je le devais, pourtant, sinon elle serait reprise par la justice. Je redoutais qu'on l'emmène à Caster pour y être pendu. Je l'enfermai dans une des chambres, sans lumière de la cave, plongé dans une transe si profonde qu'elle respirait à peine. Adieu, Meg, lui murmurai-je à l'oreille. Rêve de notre jardin de Chipenden, où nous avions été si heureux. Nous nous retrouverons à l'automne. Quant à sa sœur, Marcia, en dépit de ma promesse, j'embauchai un maçon et un forgeron, et je l'enfermai dans une fosse, tout au fond de la cave. C'était la seule solution. Je ne pouvais courir le risque qu'elle brisât la grille. Sans environnement humain ni contact avec une lamia domestique, elle retournerait progressivement à l'état sauvage. Elle ne mourrait pas de faim, elle ne manquerait jamais de rats. Je partis à Chipenden, le cœur lourd. Bien qu'ayant expérimenté tout l'hiver les effets de la tisane, je craignais toujours d'avoir mal calculé la dose. Trop forte, Meg cesserait de respirer. Trop faible, elle s'éveillerait, seule, dans une cellule obscure, obligée d'attendre mon retour pendant de longues semaines. Je vécus notre séparation forcée dans le chagrin et l'anxiété. Par chance, le dosage était le bon. Lorsque je reviens, à la fin de l'automne, Meg s'éveillait. Je lui avais imposé une dure épreuve. Du moins ne fut-elle pas pendue, et le comté n'eut pas à subir les méfaits qu'elle aurait pu lui infliger. La leçon à tirer de tout cela, et je veux que mes apprentis en prennent bonne note, un épouvanteur ne doit jamais s'attacher à une sorcière par un lien sentimental. Cela compromet sa position et l'entraîne dangereusement vers l'obscur. J'ai plus d'une fois manqué à mes devoirs envers le comté, mais ma relation avec Meg Skelton a été ma plus grande faute. Oui, cette histoire devait être contée, et je suis soulagé que mon récit soit achevé. Méfiez-vous toujours des femmes qui portent des souliers pentus.